Ce groupe a existé. Et c'était un groupe de quoi? De rap. Mais j'y crois pas une seconde. Les premiers coups de pinceau sont toujours les plus importants, paraît-il. Applique-toi là, parce que je sens que tu vas faire quelque chose de très beau. Ouais, enfin j'ai essayé. C'est une tumeur qui est extrêmement rare. Cette année-là, il y a 15 cas en France. Et au début des années 90, le hip-hop en France commence à éclater. Mais t'es blanc, Coco. Et alors, mais attends. Alors t'es de la cité ou t'es corse? Je suis un caméléon. Salut Mathieu. Ça va, Romain? Ouais, très bien. Écoute, je suis très heureux et ravi de te recevoir dans Face à la toile. Je t'explique un peu le concept. Ouais. C'est assez simple. Ouais. On a 1 heure. Toi, pour t'exprimer, pour créer avec tout le matériel qui est à ta disposition. Et puis moi, pour te poser des questions, pour essayer de mieux te connaître. C'est OK pour toi? Écoute, je sais pas si tu seras satisfait de mon rendu artistique, parce que je suis pas un grand spécialiste de peinture, mais on va essayer. Fais-toi plaisir, exprime-toi. Ça sera forcément beau. Ok. C'est parti. Alors, Tu y vas. je vais faire mes petits mélanges et tout. Vas-y, vas-y. Tu sais déjà ce que tu vas faire? T'as une petite idée, oui, tu Bon, pars écoute, pas. comme je suis vraiment, mais alors vraiment très très mauvais en dessin, je vais essayer de faire quelque chose de basique. Tu connais Miro? Bien sûr. Donc je vais faire un truc un peu basique, tu vois. Bon, j'ai pas le talent de Miro, hein, on est bien d'accord, mais... Déjà, tu vois là, ce petit mélange est pas mal. Je vais te coûter cher en peinture. On est sur l'Irlande, là. On est sur un truc qui nous parle, à tous les deux. Ah, Une belle couleur. parce que je sais pas ce que tu vas faire. Tu me le présenteras. Non, après. je te Ouais. montrerai ça à la fin. Alors, les premiers coups de pinceau sont toujours les plus importants, paraît-il. Ça donne un peu le ton, tu vois. C'est comme un match de rugby. Ça... Bon, alors Mathieu, Oui, Romain. on est en 1979. Ah Je oui. me balade dans les Yvelines. Ouais. Magnanville, Ouais. il y a un petit pavillon. Je sonne à la porte. Et là, il y a 2 personnes qui m'ouvrent. Ouais. Pierre et Patricia. Ouais. Tu peux me dire qui c'est? Pierre et Patricia sont mes parents qui, effectivement, si on est à Magnanville, eh ben, c'est l'endroit où ils se sont installés après s'être mariés et m'avoir eu très jeune. Parce que Ils c'est sont connus jeunes, hein? ils sont connus au lycée, Au lycée. ouais, et ils m'ont eu à 20 ans. Donc, des jeunes parents, j'étais un accident en fait, tu vois, c'était pas voulu. Ouais, ouais. Mais un bel accident de la vie Un pour bel eux. accident. Ils étaient contents. Ouais, et puis ils sont toujours ensemble. C'est surtout ça qui est beau. Et ils sont toujours ensemble, ouais. Ils sont toujours ensemble. C'est un modèle de... Moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup, la famille et les parents, si tu veux. On dit souvent qu'on reproduit un peu le schéma familial et c'est vrai que moi, je suis très attaché à ça. La stabilité, les repères qu'ils m'ont donnés quand j'étais gosse. Ma mère était dans l'enseignement, donc elle était très attachée aussi à l'école, aux valeurs éducatives, etc. Et ils ont été des repères, quoi, des gens très très importants dans ma construction de gosse, puis d'adolescent, puis dans toutes les épreuves que j'ai pu traverser. C'est des gens qui ont toujours été là pour moi, quoi. Ouais, bah, on va en parler. Ton père, t'es allé le voir jouer au rugby, 3e ligne, c'est ça? Ouais, mon père, il m'en doit une belle parce qu'il n'a pas fait le service militaire grâce à moi. Ah. Parce qu'en fait, il s'est pété la cheville pendant un match de rugby. Et comme il était jeune père, il a été exempté de service militaire. Parce qu'à l'époque, c'était un truc qui te permettait de faire sauter son service. D'accord. Donc le rugby et moi lui avons épargné le service militaire. Mais ouais, j'allais le voir. Bah, et je te dis, ils m'ont eu à 20 ans. Ouais, donc il jouait. Moi, à 2 ans et demi, j'étais dans la poussette au bord des terrains avec ma mère. On allait le voir tous les week-ends. Voilà, c'était un peu le kiff que j'avais moi, parce que après, ça me permettait d'avoir mes premiers rapports avec ce sport-là, quoi. Ouais, mais tu as toujours baigné dans le sport parce que, Ouais. alors certes, ton père, il y a le rugby, mais il dit de toi, Mathieu a été un enfant facile, charmeur, heureux du matin au soir, dès lors qu'un ballon, une raquette ou un vélo, peu importe quel objet servait à bouger, sauter ou jouer, était à sa portée. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un enfant, aujourd'hui, on dirait hyperactif. J'avais besoin de me dépenser et le sport était le meilleur moyen de... Tu vois, aujourd'hui, je suis face à une toile, mais c'était le meilleur moyen d'expression pour moi à l'époque. C'est-à-dire que tu me filais un ballon, une raquette. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais
très petit. J'ai commencé le tennis, je devais avoir 3 ans et demi. Donc voilà, j'avais besoin de me dépenser et en fait, c'est devenu presque une obsession. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je faisais pas un certain nombre d'activités dans la journée sportive, j'étais pas bien. Et je pense que je devais être, comme dit mon père, pas canalisable si je faisais pas Ah, ça. Donc d'accord. oui, j'étais charmeur et sympa à partir du moment où je Oh, pouvais, tu pouvais faire ton sport. voilà, où je pouvais Alors, faire mon sport. tu fais ton sport, tu es plutôt bon au rugby, tu as quelques sélections. Ouais. Et puis, il y a une première blessure. Tu te pètes le genou, comme ça arrive souvent. Ouais, c'est ça. En fait, je suis en sélection. C'était une sélection régionale à ce moment-là. Et je me pète sur une action anodine, tu vois. Je suis en défense, il y a un mec qui me tombe dessus en porte-à-faux classique sur le genou. On pense que c'est une entorse, quoi, un truc un peu Ouais. blessure classique dans le rugby. Et puis, en fait, bon, je vais voir un premier médecin qui me dit, bon, il y a un petit épanchement synovial, votre ménisque est peut-être touché, on va voir, on va faire une petite arthroscopie, on va nettoyer tout ça, et puis on va voir. Bon, le gars me fait l'arthroscopie. Toi, tu as quel âge là? Là, j'ai 15 ans et demi, Ok. 15 ans. Et moi, je dois rentrer en sport-études à la Canale à Ah ce ouais. moment-là. Et je fais l'arthroscopie. Bon, l'arthroscopie, c'est rien, hein. C'est 2 petits points, on te rentre une caméra, on te nettoie le genou. Et puis 10 jours après, je m'apprête à reprendre, quoi. Ouais. Je vais à l'entraînement. Impossible de courir. Mal. Douleur? J'avais hyper mal, j'avais une sorte de boule à l'intérieur de la rotule. Je me disais, putain, c'est quand même bizarre, quoi. Le mec, il m'a dit qu'il m'avait nettoyé le genou. Donc là, bon, j'en parle à mes parents. Ils me disent, bon, bah, ouais, on va aller voir un autre médecin. On va voir un autre médecin. Et le mec me dit, bon, vous avez un épanchement synovial qui a provoqué un kyste. Donc on va refaire une petite arthro et puis ça va se résorber, quoi. C'est rien de grave. De toute façon, là, à 15 ans, tu penses même pas. Ah mais pas du tout, je suis à T'es des à fond, t'es à la années-lumière. Canale, au Pôle Espoir, tu. Ouais. Je me dis, bon, voilà, je repasse sur le billard, c'est pas grand-chose. Et puis là, en fait, le gars qui m'opère, il me fait une arthroscopie à nouveau. Et puis, bah, lui, contrairement au premier qui m'avait nettoyé le genou, lui, il décide d'enlever Le kyste. la masse. Ce qu'il pensait être un kyste. Et en fait, c'était pas un kyste, c'était une tumeur. Et donc, 10 jours après, on a eu un coup de fil à la maison, 8 h du mat, nous annonçant qu'il fallait qu'on vienne d'urgence à l'hôpital parce qu'ils avaient des choses à nous annoncer. Et le gars, en fait, le chirurgien avait prélevé l'ensemble de la tumeur, fait une biopsie, et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que c'était cancéreux, quoi. Tu lui en veux? Non, je lui en veux pas parce que c'est une tumeur qui est extrêmement rare. Moi, on me la diagnostique, on est en 97, et cette année-là, il y a 15 cas en France. Donc, il y a des médecins qui ne savaient même pas que ce type de tumeur existait, donc je ne peux pas lui en vouloir. Après, le fait qu'il ait tout retiré sans précaution, ça m'a mis en danger, et ça a impacté la suite, parce que là, on parle d'une séquence de ma vie qui va durer en tout 2 ans et demi. Et donc, tu vois, mais on ne le sait pas à ce moment-là. Ouais, mais le coup de fil, tu as un doute là. Tu dis dans le livre que tu as écrit, qui est magnifique hein, d'ailleurs, j'ai senti les gouttes de pluie sans voir le nuage noir au-dessus de ma tête. Ouais. Tu as senti là, quand ton père il décroche, à 8 h du matin, tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Ouais, parce que je me dis, déjà, qui appelle à 8 h du matin, tu Pour vois, dire. un jour de semaine, bon, déjà, tu te dis, il y a un truc. Et puis, au ton de la voix de mon père, au silence, tu vois, il y a un truc qui se passe. Et comme j'étais déjà depuis, ça devait faire 4-5 mois déjà Que tu traînais. qu'on tâtonnait, on ne savait pas, on n'avait pas de diagnostic précis. Je me suis dit immédiatement, bon, c'est sûr, ça doit être l'hosto. Et quand j'ai entendu le ton de la voix de mon père, je me suis dit, bon, bah là, il y a un truc qui... Il y a un truc grave. Il y a un truc qui déconne. Qui déconne pas. Ouais. Mais pas à ce point-là. Tu peux pas t'imaginer à 16 piges être face à un truc pareil. C'était inconcevable. Donc on a senti quelque chose qui puait, mais on savait pas à quel point. Et comment se fait l'annonce? C'est le professeur Benazet, c'est ça? Alors non, ça, le professeur Benazet, c'est celui qui va nous accueillir après. En fait, là, la personne qui nous appelle, en fait, c'est la secrétaire médicale du chirurgien qui m'a opéré sous arthroscopie, qui m'a enlevé la tumeur.
Et en fait, elle nous demande de venir le voir. Donc nous, on habitait à Magnanville, à côté de Mantes. Et la clinique était à Paris. Donc là, on prend la bagnole, on fait 70 bornes, on arrive à Paris, on rencontre le chirurgien qui m'avait opéré. Et puis là, il y va pas par quatre chemins, quoi. Il dit, voilà, j'ai fait une biopsie de ce que j'ai enlevé, c'est pas bon. Maintenant, je suis plus compétent pour la suite. Il nous avoue que voilà, il maîtrise pas la chose. Et surtout, il fait preuve d'humilité en disant que à partir de ce moment-là, c'est plus lui qui va pouvoir gérer ça, parce que il va y avoir des conséquences. La première des conséquences, c'est le fait que, comme il est retiré la tumeur sans précaution, bah, il va falloir poser très rapidement une prothèse et retirer toute la zone où il y avait la tumeur, donc tout le genou. Là, Donc, tu le prends comment, toi? Tu as 15 ans, t'étais prêt non, mais à à... ce moment-là, moi, je suis un peu dans le déni. Si tu veux, je me dis, déjà, je sais pas à quoi m'attendre. Moi, une prothèse tu me parles d'une prothèse de genou, j'ai Tu sais jamais même pas ce entendu que parler c'est. de ça, je sais pas ce que c'est, à quel point ça va être perturbant pour moi. Et en fait, c'est le rendez-vous avec Benazet qui va être la bascule. Donc, Benazet, il bossait dans le service de Saillant. Saillant, Ouais. c'était la référence. C'est le mec qui opérait tous les grands sportifs de la terre entière, d'ailleurs, hein, parce il a vraiment opéré tous les plus grands athlètes de la planète. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, je vais être au bon endroit. Tu vois, déjà, ça me rassure. Je me dis, bon, on va au bon endroit. Sauf que quand on va arriver à la salle P et qu'on va rencontrer Benazet, là, le rendez-vous, il est cataclysmique parce que tu es face à un ponte. Tu vois, c'est les chirurgiens un peu à l'ancienne, très Ouais. froid. En fait, il prend pas de gants dans l'annonce. Et Pourtant, il surtout, a un gamin de 15 ans. ouais, mais bon, tu sais, ça, je l'ai un peu compris plus tard. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui doivent se blinder parce que leur quotidien est C'est fait de de mauvaises ça. annonces. Ils sont là pour annoncer des mauvaises nouvelles. C'est vrai que l'annonce est dure parce que là, directement, il nous dit que bah, il faut poser une prothèse massive de reconstruction. Donc, on n'est pas dans la petite prothèse que tu mets Ouais. aux personnes âgées qui ont des problèmes d'arthrose, quoi. On est dans un truc qui va être très très lourd. Et, euh, et surtout, moi, je suis stupéfait, donc je lui pose deux questions. Tu vois, je lui dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir courir? Il me dit non. Je vais plus pouvoir faire de sport? Non. Et là, bah voilà, là tout s'écroule. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me dis, bon bah là, c'est la fin, quoi. Bon, le rugby, évidemment, terminado. Et tes Mais parents? bah, mes parents, mon père, il reste, il est évidemment hyper touché, mais il reste solide. Et ma mère, qui est d'habitude, tu vois, qui a le cuir Ouais. dur, elle s'écroule. Elle s'écroule, mais elle, pas par rapport à. En fait, là, il y a un petit décalage avec Ah, mes c'est son parents. fils. Et... Parce que moi, ce que j'entends dans le diagnostic, c'est la fin du rugby et la fin du sport. Mais je capte pas que derrière, il y a le mot cancer, tumeur et tout et ce qui plus. va suivre. Parce Ouais, ouais, qu'il va ouais, ouais. falloir faire évidemment chimio, radiothérapie, etc. Donc mes parents, eux, ils sont davantage inquiets par rapport à la Ouais. maladie et ce que ça va provoquer. Et moi, je suis focalisé sur je vais perdre mon genou. Et donc, je vais plus pouvoir m'éclater à faire du sport, etc. Et donc, Alors que c'était ton truc, le sport. ouais, c'était vraiment, ouais, c'était ma boussole, quoi, tu vois. Et non, mais voilà, c'est un monde qui s'écroule. Et donc, on sort de ce rendez-vous. Euh, Déjà, ce qui est pesant, c'est de voir à la fois ta mère, qui est d'habitude un rock, s'écrouler, et surtout, tu as 70 bornes à faire dans la bagnole, et là, c'est le silence Oh là là. total. Et tu sais, comme dans les films, t'es dans la bagnole, t'es à l'arrière, et t'as tout qui défile. C'est ça. Et là, tu rentres dans un tunnel, opération, hôpital. Là, je rentre dans un tunnel sans le savoir. Là, je rentre dans un truc où, bah, déjà, première intervention, c'est on me retire tout le genou, 10 cm de fémur, 12 de tibia, on me pose un truc en titane. Et là, c'est le. Bon, et là, il y a le réveil de l'opération qui est terrible parce que c'est des douleurs affreuses. La première fois où on me met debout, et tu sais, où tu sens le poids du truc, qui est un corps étranger qui Ouais. t'appartient pas, tu vois. Et là, tu Ouais. sens la sensation quand tu poses le pied à Et là, terre tu de. te dis, tout va changer. Ah là, je me dis, ça y est, c'est une nouvelle vie. Donc là, je suis dans un moment de bascule.
parce que je commence à faire le deuil de ce qui se passe, et de perdre mon genou, et de plus pouvoir jouer au rugby, de plus pouvoir... Mais je me dis, bon, je vais me filer terrible à la rééduc. Je vais essayer de... Parce qu'en fait, on me disait, tu vas retrouver 110 degrés de flexion en termes de mobilité. Donc je me dis, bon, 110 degrés, 120 degrés, ça me permettra au moins de faire du vélo, peut-être de courir un peu à rythme... T'as 16 ans, tu peux, évidemment. Mais je me dis surtout, il faut que je bascule dans la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que moi je m'étais projeté sur des trucs qui étaient plus possibles, quoi. Sauf que là, ce que je sais pas, c'est que on est loin du bout, parce que là, je rentre dans une phase où je fais chimiothérapie et radiothérapie en parallèle, donc je vais avoir 40 séances de radiothérapie. Tu restes tout le temps à l'hôpital? Non, la radiothérapie. Alors mes parents décident de me faire ma chimio à Mantes en ambulatoire, c'est-à-dire je rentrais le matin, je faisais mes séances de chimio qui duraient à peu près 5-6 heures et je sortais le soir. Et je devais aussi faire 40 séances de radiothérapie. Donc là, je rentre dans un process de soins, de traitements lourds qui vont durer environ 1 an. Et évidemment, pendant toute cette période, je suis suivi, j'ai des examens de contrôle pour voir si il n'y a pas des cellules cancéreuses qui se sont propagées ailleurs, etc. Donc en fait, je suis dans les hôpitaux tout le temps. Mon quotidien, c'est chimiothérapie, radiothérapie, examen de contrôle. Et là, tes parents sont toujours présents, tout le temps là? Ah, mes parents, je ne sais pas comment ils ont fait pour s'organiser, parce que cette période-là va durer 2 ans et demi. Il n'y a pas un jour où ils n'ont pas été là. C'est dingue. Pas un. Et si tu veux, quand j'ai fait cette année de traitement lourd, je passe un examen de contrôle, et là, sur un examen, on revoit une masse à nouveau revenir. Donc là, c'est la flip totale, parce qu'on se dit, bon, la tumeur est revenue, quoi. Et en fait, je rentre à nouveau à la Salpêtrière. Et là, il m'opère en urgence. Il me retire la prothèse. Et en fait, c'était une infection nosocomiale. Mais le fait de me retirer la prothèse, moi, j'avais plus d'articulation. Donc, t'imagines que du tibia jusqu'au fémur, il n'y avait rien. Donc, ils m'ont mis un espaceur en ciment pour combler le vide. Et en fait, j'étais sous antibiotiques. Et je vais rester 6 mois alité en service septique. Ça a été un enfer. 6 mois, c'est le plus dur de l'épreuve, parce qu'en fait, tu commences à te reconstruire. Ouais, et tu as une rechute. Tu vois, avec... alors, évidemment, c'est moins pire qu'une récidive, parce que le fait que ça soit une infection... Ouais, mais tu repars, opération, alité, l'hôpital... là, tu repars, on t'enlève tout, infection, et surtout, on t'annonce que... il n'y a pas de garantie sur la suite, sur la jambe. Ouais. Mes parents m'avoueront des années plus tard que on leur avait parlé d'amputation à ce moment-là. Ils m'en ont jamais parlé. Mais toi, tu l'as jamais envisagé là, à ce moment-là? Non, moi, pour moi, c'était infection. Il faut traiter. C'est 6 mois d'antibio, c'est 6 mois d'antibio. Mais jamais je me suis imaginé à ce moment-là me faire amputer. Et finalement, au bout de 6 mois, le médecin rentre dans ma chambre et me dit, écoutez, monsieur Lartaud, il n'y a plus d'infection, on va pouvoir vous reposer une prothèse. Et là, il me dit simplement, donc il me dit, on va remettre une prothèse, mais là, je ne peux pas vous garantir que vous retrouverez la mobilité que vous aviez retrouvée la première fois. Et la première fois, j'étais à 130 degrés de flexion, je faisais du vélo à un rythme tranquille. Donc là, tu reprends un coup derrière la nuque. C'est à ce moment-là où ta mère t'amène des crevettes? Tu fais une overdose de crevettes? Là, pendant les 6 mois, si tu veux, ma mère, elle voyait bien que, au-delà du soutien psychologique, en fait, le service septique, c'est un truc, faut s'imaginer, c'est-à-dire que il y a des gens de ta propre famille qui peuvent pas venir te voir. Putain, parce qu'ils prennent beaucoup de précautions par rapport aux infections et tout, c'est hyper réglementé. Donc, par exemple, mon petit frère, qui était mineur, je l'ai pas vu pendant 6 mois. Donc, mes parents étaient là tous les jours, et ma mère, elle s'est mis en tête de me nourrir en se disant, c'est par la bouffe qui va se... les mères. Voilà, qui va se requinquer. Donc, elle me faisait la fameuse salade de crevettes. Donc, après, je pouvais plus bouffer de crevettes pendant 3 ans. Et ouais, ils étaient là tous les jours. Ils faisaient 140 bornes par jour. Ils étaient là. Ils avaient évidemment négocié
avec le boulot et puis avec l'hôpital. Parce que normalement, Bien à sûr. l'hôpital, Ah oui. surtout dans ces services-là, les Ouais. visites, c'est pas avant 13-14 heures. Lui, c'était là dès le matin, je me réveillais, je restais 2 heures seul, ils étaient là et ils repartaient le soir, tous les jours, pendant 6 mois. Donc, t'imagines, Ouais, avec la route. Ça avance bien, sinon j'ai vu beaucoup de verre. écoute, pour l'instant, je suis sur ma base. T'es sur ta Je base. suis C'est sur ma bon, base. la base, il la faut. Voilà, il faut une Euh, base. Il faut une donc base. là, t'es à l'hôpital, réopération, on soigne Ouais. ta guibole. Ouais. Euh, Et là, je sors de l'opération pour reposer la prothèse. Et là, le réveil est horrible parce que bon, déjà, j'ai atrocement mal et le chirurgien vient me voir. Enfin, vient me voir. J'étais avec mes parents, évidemment. Et il dit, bon, bah voilà, comme prévu, on n'a pas pu regagner la longueur de jambe que vous aviez. Donc, il nous annonce que j'ai une jambe de 4 centimètres plus courte que l'autre. Il dit qu'il ne pouvait pas tirer plus parce que j'avais les nerfs et les muscles tellement atrophiés que j'aurais eu une jambe morte. J'aurais plus eu de sensation. Donc, il a préféré avoir une jambe plus courte. Il me dit que si j'ai 40 degrés de flexion, ce sera le bout du monde. 40 degrés, c'est ça? Ouais, à peine. Ouais, à peu Même près. pas. À peu près. Et donc là, bah là, tu rentres dans un autre truc encore où tu te dis, bon, déjà, on y retourne. On retourne en rééduc. Et puis, bah, on va essayer de faire le max pour. T'as toujours le moral à ce moment-là? Ah là, par contre, j'ai les 6 mois. Je peux te dire que les 6 mois sur un lit d'hosto alité. Pour un Non, gamin qui, on se rappelle, voulait ouais, tout mais le temps sauter ouais, mais en fait, ça a produit déjà ma première vraie introspection sur ma vie, parce que là, tu as Ouais, du temps, hein, ouais. pour te dire bon, ok. Et surtout, là, j'ai construit un projet dans ma tête. Je me suis dit, ok, c'est fini. Tu vois, là, j'étais plus dans le déni, j'étais hyper lucide sur tout ce qui venait de se passer. Et là, je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut transformer ça en quelque chose, tu Positif. vois. C'est là où Non. tu vois que la tronche, c'est Ah bah là, important. c'est que dans la tronche, de toute façon. Quand tu es sur un lit, que tu peux rien faire et qu'on te lave au gant et que là, c'est que dans la tête. Et donc là, je me dis, bon, j'ai 17 piges, je me dis, je suis en candidat libre pour passer mon bac. Ma mère est dans l'enseignement, donc on met un truc en place avec ma mère où elle fait venir des amis profs qui me filent des cours. Je dis, je Ouais, passe parce que le. t'as pas fait, tu faisais pas l'école là. Ah bah non, là, Ouais. j'étais à l'hosto toute la journée. Donc il y avait de l'école, c'était les copines de ma mère qui venaient et qui me filaient des cours. Et en fait, là, je me dis, je passe mon bac et derrière, je teste les concours d'école de journalisme et je vais faire du journalisme sportif. C'est Donc en là fait, que je c'est me là que dis, l'idée est venue. ah ouais, c'est sur mon lit d'hosto, là, pendant les 6 mois où je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je peux plus pratiquer le sport, Donc je vais le commenter. je vais le commenter ou je vais en tout cas être dans ce milieu-là et Ouais, être dans le milieu. je vais essayer de vivre ça par procuration quelque part, tu vois. Donc là, tout est dans ma tête, tout est tracé. Et donc je sors de cette opération en miettes, je me retrouve avec une jambe quasi morte. Je vais faire 6 mois de rééduc comme un taré à me mettre des poids, à pleurer toute la journée. Le genou il plie pas. Donc je me retrouve avec une jambe atrophiée. Alors j'ai 4 centimètres de différence, j'ai une semelle orthopédique à ce moment-là dans ma chaussure pour compenser. Mais j'ai juste ce qu'il faut pour monter des escaliers et conduire, pour schématiser. Une autre couleur sur le tableau? Ouais, j'alterne. J'alterne. Là, t'es sur quelle couleur, fais voir? Ouais, je suis sur un truc un peu foiré. Ah ouais, Ouais, d'accord. tu vois. On dirait, tu sais, une sauce cocktail justement. C'est Ouais, la sauce des voilà, crevettes. c'est un peu ça. Bon, on rentre dans une phase de ta vie un peu plus joyeuse, si je peux dire, parce que tu rencontres quelqu'un d'important dans ta vie à l'école de journalisme. Ouais, je rencontre ma future femme. En fait, je rentre, donc je passe l'école de journalisme, enfin les concours, je suis pris. En fait, je rentre dans une école qui a une filière com. Elle est en filière com. Et en fait, très vite, très rapidement, on se retrouve dans un cours en commun, un cours d'anglais. Et comme on était. Laser, tu scannes. Non, moi je l'avais déjà scanné dans l'amphi. Le premier jour, parce que le premier jour, tous les étudiants du campus étaient réunis dans l'amphi, donc il y avait tous les gens en journalisme et en com. Et là, c'était la seule métisse de l'école, donc elle était assez C'est identifiable. Métis Guyane, c'est ça? Guyanaise, ouais. Ouais.
Et là, je la vois, je la repère, quoi. Mais bon, je reste solide sur mes appuis, tu vois, le gars qui dit Un rien. peu distant, tu Tu vois, sais. ouais, voilà. Tu l'as vu, mais tu l'as. Bon, Je l'ai vu, mais tu laisses venir. Tu je mets vais un peu des. voilà, je laisse venir. Je laisse venir, et puis on se retrouve dans le seul cours en commun qu'on avait entre les filières journalisme et communication en anglais. Et là, on a un travail de groupe à faire. Et moi, je suis fond de classe. T'es timide? Non, je suis pas timide, mais en fait, j'ai connecté avec deux, trois personnes, tu vois, et puis je suis pas du tout. En plus, les gens de la com, on les connaît, enfin, on les voyait pas, tu vois. Et puis Magali, parce qu'elle s'appelle Magali, à un moment, elle se retourne, elle me dit ouais, on pourrait se mettre ensemble. Là, je suis ok, c'est gagné. C'est gagné. Là, c'est fait. Là, Ouais, bébé. c'est presque fait. Et Donc, c'est elle qui te demande si on peut faire le binôme pour bosser ensemble. ouais, c'est elle qui amorce le truc. Et puis là, en fait, Bon, le charme agit. j'ai envie de dire que voilà, on fait travailler un peu l'expérience. Et puis non, mais en fait très rapidement, voilà, on se met ensemble et on surtout tout de suite, Il y on a un se dit, stage avec Delarue, je crois, non? ouais, en fait notre travail de groupe c'était ça, c'était on faisait un truc sur la société de production de la rue qui s'appelait Zarwar Prod et on se met sur ce truc-là et on va faire moi, je vais faire l'interview de la rue, de ses équipes de prod. Il nous invite à venir sur les plateaux de Ça se Sympa. discute. C'est mon choix à l'époque, c'était le gros carton, Evelyne Thomas, etc. Donc on se retrouve à faire notre travail, notre exposé d'anglais sur ce truc-là. Ça avance bien, sinon, ton tableau? Écoute, je suis assez fier de ce que je suis en train Non, de mais faire. non, je vois, il y a déjà deux couleurs. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis voilà, de fil en aiguille. Là, ta jambe, Ah bon, bah là, je vis avec, voilà, quoi. tu Voilà. vis avec. Je vis avec, je continue, je suis surveillé, Ouais, comme ouais. tout malade du cancer, je suis surveillé tous les 4-5 ans, pendant 4-5 ans. Donc j'ai des examens de contrôle à passer. Et puis voilà quoi, je fais ma vie. Et puis mai 2000, je trouve un stage à France Télévisions. Et là, pareil, un nouveau step. Ta vie est faite de rencontres, mais c'est comme ça Bah, avec ma vie est beaucoup de faite de gens. rencontres. En fait, dans ma promo, il y a une fille qui est la filleule de Jean-Louis Calmejane. Donc ça va parler aux anciens. Et là, dès qu'elle me dit ça, j'ai dit, mais attends, mais file-moi son numéro, Vite, je veux y aller. je l'appelle C'était tout ton de suite. rêve? Ah ouais, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Bah t'imagines, elle me dit, je suis la filleule de Jean-Louis Calmejane, moi je rêve de rugby à la télévision. Calmeuge, c'était à l'époque le producteur du rugby à France Télévisions, c'était le gars qui était au bord du terrain. Je me dis, mais là, feu quoi, feu à volonté. Donc je prends mon téléphone et je l'appelle. Et je me Ah, t'es suis... courageux quand. Enfin, ouais, après, t'as quel âge là? Ouais, j'ai 19-20 ans, tu Ah. vois. Donc, et je lui dis, bah non, mais là, j'ai plus de temps à perdre. Je me dis, là, c'est la chance de ma life. Donc, je l'appelle. Je lui laisse un message. Et il me rappelle tout de suite. Il te connaissait pas. Ah, pas du tout. Et donc il me dit, bah, viens à France Télé avec ta convention. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, ils me prennent en stage d'observation. Alors, je t'annonce, les stages d'observation à l'époque, France Télévisions, en gros, la plupart du temps, tu faisais Photocopieuse. ouais, les cafés, la photocopie, t'assistais au compte de rédac, mais basta, quoi. Et en fait, moi, je vais avoir une bonne étoile ou un truc qui se passe, tu vois. Après, tu provoques aussi un peu les Bah choses, oui, mais t'as ce que tu mérites. je commence un peu à discuter avec des anciens, quoi. Enfin, les mecs que je voyais quand j'étais gosse, tu vois, à la télé, donc les Maroto, les Salviac et compagnie. Et un jour, Pierre, il m'a dit, tiens, ça faisait une semaine, 8 jours que j'étais en stage. À l'époque, on bossait avec des cassettes, Ah ce qui oui. est fini maintenant. Il m'amène une cassette et il me dit, voilà, ça c'est le résumé du quart de finale de top 16 à l'époque. Il me dit, j'aurais que tu me fasses le résumé de ce match-là, parce que moi je vais le faire pour Stade 2 demain. Donc il me dit, voilà, le truc est monté, tu m'écris un commentaire, tu vas au mix, tu poses ta voix et puis on verra ce que ça donne. Donc moi, Coup de stress? ah non, moi, pas du tout. Là, je me dis, ah, C'est le kiff, quoi. c'est le kiff total. Et je prends la cassette, je vais faire mon petit texte, je vais au mix, je pose ma voix et je me barre. Je rentre chez moi. À l'époque, j'habitais dans un petit appart d'étudiant à Clichy, à Garenne. Je fous ma téloche, Stade 2. Qui c'est qu'on entend? Et là,
Salviac en plateau qui dit tout de suite, on va voir le résumé du quart de finale, machin. Donc je me dis, putain, je vais pouvoir comparer avec ce que j'ai fait. Et là, il dit un résumé signé Mathieu Lartaud. Bam! Et il lance le truc. Ça fait 8 jours que je suis en stage à France Télé. Énorme. Ah, magique. Mais là, je me dis... C'est quoi ta réaction? Ah là, je suis hyper fier, hyper content. Tu vois, je me dis, je regarde dans le rétro, je me dis, il y a 8 mois en arrière, j'étais sur un lit d'hôpital, je savais pas ce que ma vie serait. Et puis là, d'un seul coup, tout s'aligne. Copine, vois, boulot. Je trouve une femme extraordinaire. J'arrive dans un lieu où je voulais être en stage. Et première semaine de stage, j'ai un sujet qui est diffusé dans Stade 2. Limite, ça va trop vite. Quasi immédiatement. Je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Et surtout, moi, j'ai que 3 semaines et demie de stage. Donc je me dis, bon, il faut que je profite, je capitalise et tout. Et je finis mon stage. J'ai un coup de fil de Christian Prudhomme, qui à l'époque était présentateur de Stade 2. C'est le Tour de France, Christian Prudhomme. Patron du Tour de France maintenant. Grand spécialiste de vélo. Et à l'époque, il était présentateur de Stade 2 et rédacteur en chef du service. Et là, il m'appelle et il me dit, bon, voilà, écoute, Mathieu... J'ai discuté avec des journalistes de la rédaction. Ton profil nous intéresse. On a bien aimé ce que tu as fait pendant mon stage. Donc, je voudrais te voir. Il n'y a pas de piston, là. Il n'y a pas eu de... Ah non, pas de piston, mais surtout, moi, je ne l'avais pas côtoyé, lui, pendant le stage, tu vois. Donc, c'est qu'il y a eu des bons retours. Ouais, c'est que des gens sont sans doute allés le voir en disant, voilà, il a un profil intéressant. Et là, je reviens au service des sports. Et là, Prudhomme, c'est un mec, c'est la Bible du sport, quoi. Et il me fait passer un entretien. Et là, je peux dire qu'il fallait être solide sur les appuis parce qu'il m'a fait des trucs. Ah ouais. À l'ancienne. Qui était le deuxième du Tour de France en 79, l'année de ma naissance. En fait, il avait pris mon CV, il avait pris des dates. Et tu savais tout? Et il me testait. Alors là, le cul que j'avais, c'est que sur mes années de naissance et tout, comme j'avais bossé les trucs pour avoir des stages, ça j'avais. Donc je passe le truc, je passe l'entretien nickel, et il me dit, bon écoute, t'as un profil qui nous intéresse beaucoup parce que t'as pratiqué du sport à haut niveau, t'es passionné, on voit que t'as une culture du sport voilà, assez complète parce que là, l'entretien il l'avait fait pas sur le rugby, hein, je t'annonce qu'il n'y avait pas une question de rugby. Et il me dit, nous, on a un système à France Télévisions où on peut te permettre de finir ta formation de journaliste que tu fais à ton école en alternance. Génial. Donc, je te propose de te prendre en contrat de qualification. Donc, tu vas quitter ton école et on va te mettre au CFJ, rue du Louvre à Paris, qui est notre école. Et tu iras une journée par semaine à l'école et le reste du temps, tu seras avec nous. Je fais OK. Je signe où? Let's go. Et là, je pars. Sydney 2000, Jeux Olympiques. Mais non. Et quand je te dis que là, toutes les planètes s'alignent, sont alignées. C'est que c'est le feu, quoi. C'est le feu. Je me dis, mais attends, t'imagines, août 2000, je suis à Sydney pour couvrir les Jeux Olympiques pour France Télévisions, alors que un an et demi plus tôt, j'étais à Salpêtrière avec plus de la jambes. guibole en vrac. Et là, le fire, quoi. Raconte-moi ton premier Stade 2. C'est nécessaire, ça? Ouais, je voudrais. Le premier Stade 2, il a été assez chaotique. T'as des petits trucs là pour mettre les couleurs. Ouais. Le premier Stade 2, il a été un peu chaotique dans le sens où Christian Prudhomme, qui présentait l'émission, m'envoie faire un... Parce que la philosophie de Prudhomme, et c'était la bonne, comme Stade 2 était une émission omnisport, il voulait que les jeunes journalistes, pour s'aguerrir, aillent sur le terrain et aillent couvrir tous les sports. Donc moi, il savait mon appétence pour le rugby, ma passion pour ce sport. Et il me disait, t'auras le temps, une fois que tu feras du rugby, tu feras peut-être que du rugby, mais là, tes premières années, je veux que tu fasses de tout. Donc, comme il était rédacteur en chef de l'émission, il m'envoie sur le Tour méditerranéen, donc du vélo. Donc je pars 3-4 jours en reportage, je fais le reportage, et je m'y attendais pas, tu vois. À la fin, il me dit, tu vas venir le présenter ce soir sur le plateau. Sur Stade 2. Sur Stade 2. À l'époque, tu faisais un sujet, t'allais mixer, et puis après, t'étais jamais en plateau. T'étais jamais en plateau. Ouais. Surtout, c'était les tauliers. C'était les tauliers. À l'époque, c'était les tauliers, quoi. Donc là, immense pression. Tu vois, moi, j'ai 21, 22 piges. Sur un sport que je ne maîtrise pas. C'est une chose de faire un reportage.
tu as le temps de Ouais. l'écriture, etc. Et puis surtout, je me fais un peu piéger parce que Prud'homme, c'est son domaine. Le vélo, c'est son truc. Et il vient me voir, il me dit bon alors, qu'est-ce qu'il Tu peux raconte? nettoyer les pinceaux si tu veux, Raconte-moi, hein, non, il y mais a de là, l'eau. ça va aller. Raconte-moi un peu ton tournage, qu'est-ce que tu as mis dans ton sujet, regarde le sujet. Et en fait, je lui donne ce qu'on appelle dans le jargon des billes pour la discussion au plateau, tu vois, pour comment lancer le sujet. Et puis là, on arrive sur le plateau et en fait, Là, t'es en direct. ah bah là, t'es en direct, là, il n'y a pas de, là, il y a pas de machine arrière. Et là, en fait, il me file la main en disant tout ce que j'avais prévu de dire. Donc, t'es à poil, comme on dit. À Walpay. Et là, t'as 21 piges, t'as jamais fait un plateau de ta vie, et tu sais pas comment rebondir. Donc là, je suis mais cata. Alors moi, à ce Faudrait moment-là, retrouver les archives ah de bah ça. elles existent, hein, Elles les existent. archives, ouais, on me les passe à chaque fois. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, ça dure, je sais pas, 15 secondes. Alors que quand tu regardes, je les ai revues, les images, ça dure 3 secondes, mais ça te paraît une éternité. Tu te dis, oh, là c'est la fin, c'est la cata. Ah ouais, toi, tu te dis, c'est Ah, bon, moi j'ai je me signé. dis, putain, plus jamais je vais remettre les pieds sur le plateau de Stade 2, tu vois, je suis nul. Parce que je suis cata. Et surtout, je me fais évidemment méchamment chambrer. Évidemment. Pendant 6 mois derrière, on m'a appelé Bernardo dans les couloirs. Donc voilà. Et puis, bah, je refais pas de plateau pendant. Ah, t'es un peu au frigo. Je suis pas au frigo parce Ouais, que parce que- ils étaient franchement pas là, pas dans cet état d'esprit-là. Mais en gros, euh, je faisais mon taf de reporter. J'allais faire mes sujets. Et puis je vais mettre, je crois, peut-être 8 ou 9 mois avant de revenir sur le plateau pour un sujet foot cette fois-ci. Et là, j'ai pas fait la même erreur. En plus, c'était l'UIA à ce moment-là qui présentait, et puis Prud'homme. J'ai gardé toutes mes billes pour mon lancement. Et là, j'ai fait Un bon lancement. un sans faute, un bon lancement. Et puis voilà, quoi. Bon, là, ça s'enchaîne. Ça a marché. Et là, ça s'enchaîne, quoi. Bon, là, t'es avec Magali, t'as un boulot. J'ai un boulot, je m'éclate, je commence à faire des. Là, pour le coup, donc là, on avance dans le temps, 2003, je commence à commenter mon premier match du tournoi avec Serge Simon à l'époque. Et là, on part à la Coupe du Monde en Australie à nouveau. Tu vois, Ouais. j'ai une histoire 97 quand même. 2003. 2003. Là, j'ai une histoire avec l'Australie, parce que 3 ans avant, Ouais. ma première grande expérience professionnelle, c'est les Jeux. 3 ans plus tard, je repars encore à Sydney, et cette fois-ci pour 2 mois. Pour ça que tu peins un kangourou, là? Pour couvrir, ouais. Tu vas voir, en plus, il a une gueule. Pour couvrir la Coupe du Monde, quoi. Donc là, je suis dans mon rêve se prolonge, tu vois. Et là, on part de moi, et là, c'est une première très, très grande expérience professionnelle où je fais à la fois des résumés, je fais tout, des résumés, je commande les matchs off-tube, je fais du reportage, enfin, je m'éclate. Tu te régales. Je m'éclate, je me régale. Et on rentre de là, et je me dis, bon, ouais, il faut qu'on concrétise un truc maintenant. Je suis lancé professionnellement. J'ai fini mon contrat de qualif, je sais qu'on va m'embaucher à France Télé. Mag, elle est encore dans ses études et je lui dis, moi, en fait, si tu veux, j'avais une urgence à faire des choses, à accomplir des choses. J'avais passé trop de temps dans les hôpitaux. Ouais, t'avais perdu du temps. J'avais perdu du temps. Et en fait, rattraper. je voulais aller vite dans tout. Donc, tout s'enchaînait super bien. Je trouve un boulot, j'ai ma copine. Je me dis, mes parents m'ont eu à 20 piges. J'ai envie d'avoir un gosse, quoi. Et là, il y a Noah qui arrive. Et là, Noah arrive en 2004. Et après, nous, on est minot. Après, Jeanne, plus tard. Un peu plus tard, là, on a attendu 7 ans pour se remettre du premier. Et Noah arrive, et là, c'est l'épanouissement total, quoi. Tu te retrouves, tu as 24 piges. Professionnellement, tu viens d'être embauché à France Télévisions, tu t'éclates, tu fais ce que tu veux. Tu es heureux dans ta vie perso, Tout roule. Tout roule, quoi. Là, ta jambe, on n'en parle plus. Ah non, on n'en parle plus. Elle est quand même chiante. Elle te fait un peu mal. Tu l'as, toi, malgré tout. Elle est grave chiante. Tu l'as dans la tête. Ouais, en fait, c'est bizarre parce que j'arrive à faire abstraction d'elle. J'ai envie de dire globalement dans ma vie, mais évidemment qu'elle me handicape tous les jours. J'ai des douleurs,
Tu fais pas de vélo avec tes enfants? Non, pas du tout, je boite comme un chien. Et en fait, là, les premières vraies frustrations, parce que j'ai fait le deuil du rugby, c'est fini, du sport, etc. Mais les premières frustrations, elles vont venir avec Noah. Parce qu'en fait, je me rends très rapidement compte qu'il y a plein de trucs que je vais pas pouvoir partager avec mon Avec fils. lui, ouais. Le vélo. Les fêtes d'anniversaire, quand on va au parc avec les gamins, bah moi je peux pas courir avec eux dans l'herbe. Le vélo, je peux pas lui apprendre à faire du vélo, je peux pas l'emmener au ski. Enfin, tu vois, Tu lui en parles? des trucs de père. Non, parce qu'il est trop petit à ce moment-là et en fait, c'était des petits messages qu'on faisait passer. Tu vois, je me souviens de scènes quand on était en vacances. On était dans la pistache, il y avait d'autres gamins. Et donc moi, j'ai une énorme cicatrice là, parce que quand j'ai fait ma chimio, on m'a mis une chambre implantable, donc j'ai une énorme cicatrice là. Sur ma jambe, j'avais une cicatrice de 35 cm avec des agrafes, donc les gamins, je me faisais croire que j'avais fait la guerre. La guerre, c'est une balle traçante au Vietnam, des rizières. Tu sais, je leur racontais des histoires, ça les faisait halluciner, ça les faisait marrer. Donc en fait, mon gamin, pendant très longtemps, Je croyais que tu étais un GI. ouais, il savait pas ce que parce qu'il était trop petit pour qu'on lui explique. Et puis moi, j'ai tué ça pendant très longtemps. Ouais, tu l'as tué, tu l'as caché, t'en avais honte. Non, j'en avais pas honte. Mais en fait, si tu veux, j'étais dans un truc où je me disais, moi, je veux rien devoir à personne. Je suis arrivé dans ce truc-là parce que je voulais être là. Je fais ma life, mais je raconte pas ce qui s'est passé. Tu t'es pas en victime. Ouais, exactement. J'avais pas envie qu'on me dise, bah, lui, il a obtenu un stage grâce à ça, etc. Donc, et ça va même causer des décalages parfois, même à France Télé, parce qu'il y a des gens qui comprenaient pas. Et tu vois, des années plus tard, quand j'ai parlé pour la première fois de mon premier cancer en 2020 dans une émission avec Faustine Bollard. Il y a des gens qui m'ont côtoyé à France Télévisions tous les jours, de 2000 à 2020, tous les jours, qui savaient pas. Et qui m'ont écrit en disant, mais je suis désolé, on savait pas, même des trucs où ils se sentaient cons parce que de temps en temps, il y avait une maladresse sur hey, t'as eu un cancer du genou, tu sais, parce qu'ils me voyaient un peu boiter. Ils me voyaient boiter, etc. Mais et c'est marrant parce que ça a créé un petit décalage, des petits décalages. Quoi. Tu prends le crayon là? Ouais, tu sais, il y a des petits trucs. Ça avance bien? Ça avance comme tu veux? Pour faire des effets. Écoute, pour l'instant. T'es satisfait de toi? Bah, tu sais, je t'ai dit, hein, ça va être très. C'est minimaliste? C'est minimaliste, c'est à la Miro, quoi, tu vois. Ouais, mais écoute, si ça te fait plaisir. On va entamer un truc pas marrant, c'est la récidive. Ouais. C'est quelle année? 2023. 2023. Là, tu commentes le match. Et quand je disais tu la caches, mais tu as toujours plus ou moins des douleurs et tu as appris à vivre avec. Ouais. Et là, tu as quand même vraiment de plus en plus mal. Ouais, alors, ma première prothèse, parce que donc on a dit que ça avait été un tunnel de 2 ans et demi, donc j'ai eu 7 opérations entre 97 et 99. Et donc la dernière prothèse qu'on m'a mise et qui était sur ma jambe atrophiée, le chirurgien m'avait dit c'est des prothèses qui ont des durées de vie de 25 ans grand max. Donc tu fais le compte, 99, 2023, 24 ans, on est là-dedans et je me dis, bon. Toi, dans ta tête, c'est ta prothèse? Ouais, là je suis premier week-end du temps destination, on part avec le Yash, Dimitri et Julie qui commentent avec moi les matchs. On a un week-end de la mort où on fait un match à Cardiff le vendredi soir en prime. Et le lendemain, on devait être à Rome pour commenter l'équipe de France qui débutait son tournoi contre l'Italie. Donc on est à Cardiff le vendredi soir. Après le match, on prend un chauffeur qui nous amène à Londres. On fait un Londres-Paris en avion. On dort à Paris. Et le lendemain, on prend un avion pour aller à Rome pour commenter le match. Et là, on arrive à Rome. T'as pris du miles? Même pas, parce que je t'annonce, c'était des billets. On n'était pas en première. Et donc ouais, je suis à Rome, j'arrive à Rome et je dis au Yash, on arrive le matin très tôt, il doit être 9h, 9h30. Le premier truc qu'on a en direct, c'est le 13h. On se fait toujours un petit teasing. Le petit plateau. Donc je dis au Yash, bon écoute, on pose les affaires à l'hôtel, moi je vais me reposer 1 heure parce que j'ai mal à la jambe. Je douille. Et puis pour être en forme tout à l'heure, on se retrouve pour aller au stade. Je vais dans ma piole, je m'allonge. J'arrive pas à dormir. Tu vois, un truc, une douleur lancinante, hyper puissante.
Je me dis, putain, là, c'est quand même la merde. Ça fait, T'as pas mine de d'anti- rien, 20 ans que je commente et que je parcours Tu le vis monde avec, entier ouais. et que je vis avec. Et là, pour la première fois, je me sens dans l'incapacité d'y Ah, aller, d'aller quoi. commenter Ah carrément. ouais, je suis vraiment au plus T'es mal. cuit. Je sens que là, Il y a une il merde. y a une merde. Et donc, je descends à la réception, je récupère le yacht, on prend un taxi, on va au stade. On arrive au stade, alors 13h, je savais que je pourrais le faire, c'est 30 Ouais, secondes, ouais. oui, Laurent Delahousse, Le tout. match, Mais le match, c'était autre chose. Et on finit le 13h, et là, tu as l'équipe de France qui arrive, parce que c'était un match, je crois que le kick-off était à 15h, nous on faisait la fin du 13h, donc 13h30, les joueurs arrivent 1h30 avant. Donc là, les joueurs arrivent, et je vois Fabien et Raph. Fabien, Galtier, Galtier, Rafi Raphaël Bagnès, Ibanez. donc, avec qui j'ai commenté pendant 20 ans, et qui depuis sont devenus Les sélectionneurs et coachs. managers. Et là, je vais les voir, je leur dis, bon les gars, faut que vous disiez au coach, au doc, qui me file un truc, quoi. Un cacheton, tu vois, un anti-inflammatoire pour calmer, parce que j'ai une douleur. Alors, ils connaissent Bien sûr. mon histoire. Donc, Raph va dans le vestiaire, il revient, il me file un cacheton, que je prends tout de suite. Et là, C'est un gaz. shooté. Ah ouais. Ah, Il shooté. t'a donné du puissant. Il m'a donné du lourd. Et là, la douleur s'évapore. Je rentre dans un état un peu second et je vais commenter le match. Et je commente le match. Sauf que le soir après le match, je rentre à l'hôtel. Et Le là, cachet a fini de faire l'effet. le cachet termine de faire effet. Et là, je redouille. Donc je rentre à Paris. Là, je dis à Mag, bon écoute, je finis le tournoi. Il te reste combien de matchs? Ah ben il me reste tout le tournoi. C'était le premier week-end. Donc il y en avait pour 1 mois et demi de tournoi. Et je dis à Max, je finis le tournoi, et à la fin du tournoi, je te promets, je vais consulter, je vais voir ce qui se passe, quoi. Parce qu'entre-temps, là, toutes ces années, t'as pas consulté, si t'avais des... J'avais des examens de contrôle, j'ai eu quelques alertes, déjà, Ouais. tu vois, souvent j'avais des sciatiques, Mais c'était mécanique. C'était mécanique, j'allais Ça faire passait des radios de truc. contrôle, machin, ma prothèse était nickel, j'avais une petite vis, tu vois, mais rien de très grave. Et donc je fais le tournoi comme ça. Tu sais que tu dois peindre normalement aussi, hein. Dis-moi pas que t'as fini. Non, j'ai pas terminé. Ah bon. J'ai pas terminé. Il va faire la touche finale. Non, en fait, je réfléchissais Non, à un ouais. truc pour t'aider au niveau de tes sponsors pour l'émission. C'est gentil. Donc, tu vois, je pense à toi. J'étais en train de me dire comment je vais le matérialiser, mais Tu vas faire un ED Park. j'ai trouvé. Wow. Et putain, ils sont difficiles à aller chercher, celles-ci. Et donc voilà, je finis le On va pas tournoi. utiliser ça. Ben là, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Pardon, excuse-moi. Non, mais tu connais rien. Non, en peinture, je suis Laisse pas... faire l'artiste. Ouais, d'accord. Et donc voilà, donc je finis le tournoi. Et comme prévu, bah, je consulte. Et là, en fait, j'appelle Alex Savini, qui est maintenant le médecin du 15 de France, mais qui est un ami d'enfance de mes parents et qui m'avait déjà un peu suivi sur mon premier cancer quand j'étais ado, parce que mes parents l'avaient appelé pour avoir des contacts, des bons médecins, etc. J'appelle Alex, on se fait une visio, et je lui explique. Je lui dis voilà ce que j'ai, je lui dis voilà, je suis à 23 ans de ma pose de prothèse. Pour moi, je vais passer au stand, on va me... Changement de pneu. Changement de pneu et on repart, quoi. Et là, il me dit, ouais, mais dans ce que tu me dis, il y a quand même un truc qui m'inquiète. J'avais comme une boursouflure, mais assez importante sur l'extérieur de la cuisse. D'accord. Donc pour moi, ça avait rien à voir, parce que ouais. ma tumeur, elle était Au genou, en sous bas. la rotule, dans la rotule. Donc je lui parle de ce truc-là, je lui dis, ça me fait mal, c'est là où ça me fait le plus mal. Et là, il m'envoie à la clinique des Mossins, là où je m'étais fait opérer les premières fois. Et là, je passe un scanner. Alors, le problème, c'est que moi, ma prothèse massive, là, elle est en titane. Donc, les images au scanner, elles sont artefactées. Tu vois, c'est pas très bien. Mais déjà là, même avec des images dégueulasses, le mec vient et me dit, bon, écoutez, il y a un truc. Oh, putain. Mais il me dit pas, il me dit, il va falloir qu'on pousse l'imagerie. Mais toi, avec ton passé, là, tu réagis. Non, mais là, je sors du truc. En fait, ça dure très peu de temps, ça dure 2 minutes. Je sors de la pièce où il me dit il y a quelque chose, et je me dis putain, j'ai une pièce du truc à sauter. Tu vois, moi, j'étais vraiment c'est la prothèse. D'accord. Et au moment je te jure, ça dure 2 minutes. Je sors du truc, je vais pour repartir dans mon véhicule. J'ouvre ma bagnole, Alex Savini qui m'appelle. Il l'avait.
Donc le médecin avait appelé Alex Entre-temps, entre-temps. Et là, je me dis, putain, pour que le mec t'appelle Alex, ouais. qui m'a Il envoyé y a là, une urgence. c'est qu'il y a un truc qui n'y a pas. Et là, Alex me dit, bon, écoute, je t'ai pris un rendez-vous demain matin, 8h, clinique Ça Arago. pue. Tu vas voir Valérie Dumaine, La femme aux lunettes. la femme aux lunettes rouges. Et là, je fais OK. Et là, dans ta tête? Et là, dans ma tête, je suis dans un truc où je me dis, Ah, c'est bon, j'ai dégusté, ça fait 23 ouais, ans. je me dis, Ouais. attends, je vais pas encore avoir une couille de cette ampleur-là, quoi, c'est pas possible. Et donc, j'y vais en me disant, je pense un peu dans le déni. Heureusement que j'ai pris 260 pinceaux. Hein. Ouais, Mais mais tu vas-y, vois, fais-toi plaisir. je me fais plaisir. Et je me dis, bon, voilà, je vais bien voir, mais dans ma tête, je suis dans un truc où je me dis, ça peut être que mécanique, tu vois. Donc j'y vais le lendemain avec ma femme. Et là, je rentre dans le bureau de Valérie Dumaine. Elle me dit, bon, j'ai regardé les images, il me faut absolument des examens complémentaires d'imagerie parce que avec l'artefact, on voit pas bien. Donc Applique-toi là, parce que je sens que tu vas faire quelque chose de très beau. ouais, enfin j'ai essayé. Et donc là, elle me dit, il faut que vous alliez faire tout de suite une radio. Donc elle m'envoie, je fais la radio, je reviens avec la radio. Et là, elle regarde la radio. Elle dit, bon, vous voyez là, donc ce que vous voyez, vous, à l'œil nu, là, c'est une masse qui fait 9 cm et demi. Elle dit, voilà, il y a 3 hypothèses. La première, c'est que vous faites une nouvelle infection. Elle dit, si ça avait été ça, vous auriez des ganglions dans l'aine, de la température, il y aurait des signes. Vous en avez pas, donc c'est pas ça. Elle dit, après, ça peut être des bouts de votre prothèse qui se sont décrochés, qui ont créé tu vois, une agglomération de matos. Et elle dit, c'est ce que je privilégie. Bon, donc là, là tu prends un petit coup à nouveau. Et là, elle me dit, moi tout de suite, je lui dis, mais attendez, mais une récidive, 26 ans après, c'est improbable. Elle me dit, bah, il y avait 1 à 5% de risque que ça se produise. Et elle m'explique comment, par quel procédé, etc. Et elle me dit, bon, pour en avoir le cœur net, et surtout pour voir à quel grade c'est, je vous envoie tout de suite à Cochin. Donc là, on est à la clinique Arago, dans le 4e, on est à 10 minutes de l'hôpital à Cochin, où elle travaille aussi, pour faire une biopsie. Donc là, je file à Cochin, j'arrive, le mec qui me fait la biopsie, fan de rugby, ah, monsieur Lartaud, machin. Et honnêtement, au début, je me dis, putain, le lourd. Et en fait, ça m'a fait du bien. Parce que le mec, pendant toute la biopsie, parce que la biopsie, c'est une anesthésie locale, donc t'es là, le mec, il discute avec toi. Et le mec, hyper cool, il me parle de tout, de la Coupe du Monde qui arrive, parce qu'on est à ce moment-là, on est à 4 mois de la Coupe du Monde en France, tu vois. Et donc voilà, donc le moment est plutôt agréable. Et puis il me fait la biopsie, je rentre chez moi, et là, rebelote, une semaine après, coup de fil. Bon, bah voilà, ce qu'on craignait est arrivé. C'est bien une récidive. C'est une tumeur en zone irradiée. Donc, c'était dans la partie où j'avais reçu ma radiothérapie. Donc, c'est la pire des configs parce que en zone irradiée, les cellules cancéreuses se multiplient de manière anarchique et très rapidement. Donc là, le diagnostic, il est terrible. Tumeur de grade 3, donc le dernier stade avant la mort. Donc là, il faut qu'on prenne des décisions, donc vous revenez et on discute. Et donc je retourne voir Valérie, la dame aux lunettes rouges, avec mon épouse, et là j'ai compris. Et là surtout j'ai anticipé, je dis bon, il va falloir qu'on coupe. Il n'y a pas d'option en fait. T'as pensé à la mort là? Là ouais. En fait je vois Valérie et puis elle me dit bon bah voilà, il va falloir qu'on refasse des traitements. On va voir ce qu'on peut faire au niveau de la chimio, parce que moi j'avais déjà fait une chimio de cheval 26 ans plus tard, et en fait ce que je savais pas à l'époque, c'est que ton corps, il peut pas encaisser un certain nombre une certaine quantité de produits, parce que c'est des produits hyper toxiques. Donc il a fallu que je retrouve les dosages que j'avais eu 26 ans plus tôt pour voir comment on allait adapter les nouvelles séances de chimio, enfin bon bref. Voilà, puis là tu repars dans une... Enfin, il y a tout qui doit ressortir, quoi. Là, je repars et je me dis... T'as 16 ans, quoi. Ouais, je repars 26 ans en arrière. Et sauf que là, c'est encore pire. Parce que là, c'est encore pire. Là, c'est on coupe, quoi. Amputation. Donc là, il y a le handicap, le vrai. Parce que moi, j'avais un handicap invisible avec lequel j'ai appris à vivre pendant 20 ans. C'était chiant. C'était hyper chiant.
Mais là, c'est un saut dans l'inconnu. On te coupe une jambe, tu sais pas comment ça se passait. Et surtout, ça arrive quand même à un moment dans ma vie professionnelle. Ah bah, je m'en rappelle. Tu vois, on est à 6 mois de la Coupe du Monde de rugby en France, quoi. Et je me dis, mais moi, je peux pas rater ce truc-là. C'est inconcevable pour moi. Après, ça Et va là, vite, là. là, ça va très vite. Là, ça va très vite. Donc, j'enchaîne 2 séances de chimiothérapie où tu es venu me voir plusieurs fois. Et j'encaisse bien la chimio. Et là, l'amputation est programmée. De toute façon, il n'y avait pas, Il n'y avait pas de d'option. choix, pas d'option. Zéro option. Mais dans l'amputation, c'est toujours pareil. Il peut y avoir aussi un problème. Ouais. Alors, on dit que la taille, ça compte pas, mais entre 14 et 12 cm, Ça il y a compte une petite différence. énormément. Je parle de la taille du moignon, de la cuisse qui reste. Et en fait, explique-nous pourquoi. Bah en fait, pour être bien appareillé et pour pouvoir remarcher avec une prothèse satisfaisante, il faut une certaine longueur de moignon pour pouvoir te mettre dans la prothèse. Et en fait, la veille de l'opération, la chirurgienne vient et on a une discussion comme ça d'1 heure où elle m'explique qu'elle va faire ce qu'on m'avait déjà fait 26 ans plus tôt, un anapath, c'est-à-dire une analyse de mes os au moment de l'amputation. Elle va aller dans le fémur, le bout de fémur qui reste. Tu passais de voir, t'attendais les résultats. J'attendais les résultats à ce moment-là, parce qu'en fait, elle m'avait expliqué que s'il y avait des cellules dans le fémur, il serait obligé de me désarticuler au niveau de la hanche. Donc là, autant te dire, c'est fini, c'est fauteuil roulant. D'ailleurs, tu le dis à tes enfants, tu dis papa, il va sortir sur la taille. Non, c'est le seul truc qu'on leur a pas dit. On leur a pas donné le scénario catastrophe. On leur a juste dit, il me faut une longueur suffisante pour être bien appareillé et bien marcher, mais on leur a pas dit qu'il y avait l'option, ils trouvent quelque chose et on m'enlève tout, quoi. Ça a été une épreuve aussi de l'annoncer aux gens que t'aimes, tes parents, parce que pareil, tes parents toujours là à 16 ans, mais là, c'était à toi, t'es un adulte, de leur annoncer. Bah grave. Et puis surtout, en fait, mais ça, tous les malades du cancer te diront la même chose. C'est-à-dire que t'as ce sentiment de culpabilité, en fait. Non, mais ça peut paraître paradoxal, mais ce sentiment-là, il est très, très fort parce qu'en fait, tu sais que tu vas amener de la peine et de la douleur à tes proches. Ouais, enfin, c'est toi qui as. Mais ouais, ouais, je vois mais ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu sais que. Bien sûr, tes parents, tes enfants. Non, mais tout va bien dans la vie de tout le monde. Mes parents, ils sont jeunes retraités, ils commencent à profiter de la vie. Mes enfants, ils sont épanouis. Et toi, tu vas arriver, tu vas leur annoncer quelque chose qui va les mettre au plus mal. Et donc, tu culpabilises de ça. Tu te dis, putain, j'ai pas envie d'amener du malheur dans la vie de ceux que j'aime, tu vois. Ça te rend fou. Et donc ça a été un moment chiant, un moment pénible à traverser. Vraiment. Bon, tu décides, tu te fais amputer, puis là, la bonne nouvelle, c'est 14 au lieu de 12, c'est ça? Ouais, du coup, elle arrive à me conserver une longueur de jambe suffisante pour être appareillé convenablement, en fait. Alors moi, j'étais venu te voir avant et j'étais venu te voir aussi après. Ouais, t'es venu quand je suis en centre de rééduc et que je suis pas appareillé encore. Non, mais comment, quand tu te réveilles, est-ce que ça n'a pas été une libération? Parce que tu étais quand même en galère avec cette jambe. Si. Mais en fait, moi, j'ai bien vécu l'amputation, j'avais cheminé, Tu avais pensé j'y déjà. avais pensé, et donc pour moi, l'acceptation de l'amputation et du handicap, c'était un truc déjà qui était fait. Mentalement, c'était fait. Donc après, il restait plus qu'à voir comment ça allait se passer physiquement, dans la pratique, la reconstruction. Quand tu es amputé, tu réapprends à marcher comme un gosse. Donc ça, c'est la partie que tu maîtrises pas, tu vois. Et c'est là où, encore une fois, le mental, parce que tu as ton objectif, c'est la Coupe du Monde. Et voilà. on est à combien? À 6 mois? Non, même pas. Je suis amputé le 16 juin. Et le premier match, c'est le 8 septembre, il y a 2 mois et demi. Ouais, mais là, tes médecins, ils disent, mais jamais vous allez pouvoir... Les médecins, les kinés, parce qu'en fait, moi, je rentre dans le centre de rééduc où tu es venu, et en fait, quand tu es venu, 2 jours avant, j'ai eu toute l'équipe médicale autour de moi, les kinés, les internes, tout le monde, et je leur dis, voilà, moi, mon plan, donc là, on est on est fin juin. C'est comme un sportif Je de haut leur niveau. dis, j'ai juillet-août pour taffer comme un malade, et le 8 septembre, je vais être au Stade de France. Et je leur dis, et nous, avec France Télé, on a 10 matchs à commenter, et donc moi, je veux être aux commentaires. Et là, ils me disent, mais non, mais là, vous comprenez pas, c'est pas possible.
Déjà, si vous avez une permission dans 2 mois pour rentrer chez vous le week-end, ce sera un miracle, etc. Et là, le moment où ils me disent ça, c'est un truc, ça me galvanise. Non, Ah, au ça te contraire. galvanise. Ah ouais. Tu dis, ah ouais, mes salauds, je vais vous montrer qui c'est Mais l'Arto. exactement. Et puis en plus, est-ce que tu as pensé à la prépa? Parce que les mecs étaient en prépa aussi, tu les connais tous de l'équipe de France. J'y pensais d'autant plus que Fabien venait régulièrement me voir au centre de rééduc et en fait, ils me racontaient leur journée. Et en fait, j'étais en parallèle de l'équipe de France qui se préparait pour la Coupe du Monde. Moi, je me préparais. C'était ma prépa, moi, quoi, tu vois. Et tous les potes, toi, Fabien qui venait, tout le monde, quoi. Et Fabien, il venait, il me racontait la journée du 15 de France. Il me lisait des livres sur la résilience. Enfin, tu vois, c'était un truc où... et surtout, Fabien, on a commenté 15 ans ensemble, il a plein de défauts, mais il a une qualité première, c'est que il est beaucoup raillé là-dessus, mais tu vois, dans sa méthode de travail, il avait 2 mantras. C'était la flèche du temps. Ah ouais, il avait. Tu te souviens ça, la flèche du temps et l'endurance mentale. Ouais. Et en fait, moi... Tu t'es basé là-dessus. Mais c'est exactement ce qui s'appliquait à moi. La flèche du temps, c'est j'avais 2 mois pour revenir commenter un match de Coupe du Monde. Et l'endurance mentale, c'est pas de te décourager dans ton quotidien au moindre petit pépin. Et comme tu maîtrises rien quand tu es amputé, il faut que ça cicatrise bien. Est-ce que tu vas pouvoir rentrer dans l'emboîture? Est-ce que tu vas réussir à marcher, pas marcher? Tu peux pas. béquille. Voilà. Et là, il y a aussi quelque chose qui est important dans ta rééduque. Là, je sens que tu crées là. Ouais, je crée, mais c'est merdique. C'est un peu merdique. Là, on commence à tomber dans le merdique. Bon, applique-toi. Ouais, tu sais que ton tableau sera vendu aux enchères lors d'une soirée caritative. Ouais, mais il va faire son petit effet quand même, je pense. Et donc là, tu as bien sûr ton mental qui joue. Ce que tu viens de te faire. Mais tu as aussi une équipe de dingue. Tu m'as dit l'équipe des extropiés. Explique-moi ça. J'ai une équipe de malades déjà au niveau médical. C'est-à-dire que j'ai une kiné qui est géniale. J'ai des médecins qui sont aux petits soins. Et surtout, je rencontre en fait des personnages qui vont être déterminants. Et un personnage notamment qui s'appelle Adama, qui est un gars qui a été amputé 2 mois avant moi, enfin qui est au centre de rééducation depuis 2 mois au moment où je rentre. Et lui, c'est une histoire affreuse. Il s'est fait percuter par une machine sur des rails de chemin de fer, jambe déchiquetée, l'autre jambe broyée. Enfin bon, ça a été un calvaire. Il a été greffé d'une partie de sa jambe gauche à la jambe droite pour pouvoir créer le moignon. Enfin bon, un truc gore. Et je vois ce gars-là. En fait, on est sur le plateau technique. Tous les matins, on avait 1h30 de rééduc avec sa kiné dans un box, avec des poids, des trucs, des machins. Et puis après, on avait un plateau technique avec des barres parallèles, des poids, des trucs de muscu, enfin un peu de tout. Et là, on était tous sur le plateau technique. Et donc, visuellement, tu vois, on se voit. Dans le handicap. Dans le handicap, et on se projette surtout. Et en fait, Adama, il commençait à être appareillé. Donc je le vois commencer à marcher avec sa prothèse avec 2 béquilles, et je vois surtout que il fait ça, mais en parallèle, il fait 2 heures de gainage, de la muscu. Quel âge il a? Il a 48 ans, nos âges, quoi. Et là, je me dis, putain, le mec, c'est une machine de guerre. Je dis, je me colle dans sa roue. Si je veux être prêt, il faut que je me colle dans sa roue, parce que je voyais autour, ça galérait beaucoup plus. Il y en a qui avaient le moral au plus bas. Mais lui, c'était vraiment le mec qui me fallait. Tu vois, le gars, le capitaine, quoi, le gars, le leader qui va te pousser, qui va te sublimer, quoi. Et en fait, je me suis foutu dans sa roue. On s'est mis des peignets. Donc là, ça bosse. Là, ça bosse. Ça rigole quand même. Ça rigole énorme, mais ça bosse comme des chiens. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais autant bossé physiquement de ma vie. On se faisait des trucs de militaires. Mais on nous appelait des bourrins. On faisait 2 heures de gainage tous les jours. Parce qu'il faut être gainé, pour la hanche. Pour la hanche, pour tout, pour pouvoir marcher avec une prothèse. Un amputé, il dépense 70% d'énergie de plus qu'une personne valide, juste pour marcher. Donc, tu vois, dans ta journée, pour pouvoir... Tu mets jamais de canne, tu veux pas? Non, j'en ai eu au début. Mais t'en as plus besoin, tu n'en veux pas. Fini, tu l'appelles la bande déclopée. La Dream Team de l'ADAPT, je l'appelle. Voilà, et là, c'est énorme quand tu dis, c'est un mélange de Full Monty, Rasta Rocket et la série Vestiaire. Bah ouais, c'est tout ça. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je suis arrivé à l'ADAPT,
j'étais dans un état d'esprit un peu solo, où Ouais. j'avais T'avais la notoriété aussi, ouais, peut-être ouais, mais ça, tu fais pas attention, en fait. Même s'il y a des gens qui me connaissaient, etc. Moi, dans les premiers jours, Ouais, t'es solitaire. j'allais dans mon box avec ma kiné, je faisais mon truc, je repartais dans ma chambre, j'avais ma famille qui venait me voir, etc. Et ça a duré 8-10 jours, j'avais mes potes, tout le monde venait me voir. Et j'étais en mode, je me mélange pas. Ouais, ouais. Je suis dans mon truc, dans mon couloir de nage, tu vois, et je suis prêt à relever le défi. Et puis surtout, j'étais arrivé, avant de me faire amputer, ma chirurgienne m'avait dit, vous allez aller rencontrer les équipes de l'ADAPT et vous allez voir où vous allez atterrir pour votre rééducation. Et le jour où on est arrivé à l'ADAPT avec ma femme, pour rencontrer le médecin, je suis arrivé, c'était la cour des miracles. Devant, il y avait des nains, des amputés. Et on peut en rire, parce que, tu vois, c'est un moment où je me suis dit, je me suis projeté. Mais tu t'es vu, toi, parce que tu te vois, comme un handicapé. Mais là, pas c'est du pareil, tout. ton rapport. Voilà. Je me suis jamais perçu comme quelqu'un en situation de handicap, alors que je l'étais. Je l'étais sérieusement même. Mais là, d'arriver dans cet endroit-là, de voir les gens dans quel état ils étaient, parce que tu avais des gars et des femmes même neuro touchés. Ah oui, il y a aussi le cerveau. Sévèrement. Donc, en fait, ça faisait cours des miracles. D'accord. J'ai dit à ma femme, dans 2 mois, c'est moi qui suis là avec eux. Quoi. Ça t'a mis un pet. Ça m'a mis un petit coup. Et quand je suis arrivé dans le truc, en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit à partir du moment où moi j'ai décidé de me mélanger à eux. Ouais. Et en fait, j'ai vécu d'accepter. Je pense que c'était le chemin des 8-10 jours où j'étais dans ma piole. Et je me suis dit, mais attends, mais je vais pas passer 2 mois ici, à être tout seul dans mon coin, il faut que j'aille à la rencontre des gens. Mais comme ils avaient déjà leur petite bande de créés, ils étaient là depuis longtemps, etc., tu vois, c'était pas simple. Et en fait, j'ai vécu l'expérience humaine la plus forte de ma vie, quoi. J'ai rencontré des gens extraordinaires, qu'on le veuille ou non, tous différents, mais tous pareils, en fait. C'est une belle leçon de vie aussi. L'humanité dans tout ce que j'aime. Tu vois, dans le partage, dans la déconne, tu vois, on rigole mais on rigolait, on se chambrait tous les jours. Ça te dérange pas de ça, par exemple? Je vois Artus qui parle de handicap. Pas du tout, mais au contraire. Surtout, moi, je suis le premier. Oui, je sais que je suis premier. T'es le premier à lâcher la petite blague. Voilà. Non, mais il faut. Bien sûr. Il faut, et c'est un truc hyper important. Dans ces endroits-là, il faut du sourire, de la joie, de la déconne. Et c'est ce qui m'a porté. Et donc, Adama m'a porté, Pierre-Louis m'a porté, Souleymane m'a porté, Isabelle, tous les gens, Gilles, tous les gens qui étaient avec moi, à un degré ou un autre, ils m'ont porté et on s'est porté. On s'est donné de l'énergie. Esprit d'équipe? Ouais, exactement. C'était mon équipe. Et le 8 septembre, il était où, Mathieu? Et 8 septembre, bim, Stade de France. Et là, j'arrive avec une canne, avec mon père, symboliquement, tu vois, avec tout ce qu'on a traversé depuis toutes ces années. Et là, j'arrive Stade de France, le kiff, quoi. Je suis là. Pour la Coupe du Monde, ton événement en France. Voilà, alors là, c'est pas France Télé qui commande ce match-là, donc en plus, je suis en mode spectateur, tu vois, et je kiffe. Je rentre avec mon père, plus tribune officielle, je suis invité par la Fédé. Là, il y a un autre effet, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un effet notoriété. Il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, il y a eu une énorme vague de solidarité. Ça t'a aidé, ça t'a porté aussi, ça? Ça m'a donné une énergie de dingue. Ça m'a permis aussi, parce qu'en fait, quand tu fais ce métier-là, tu te rends pas compte. Qu'est-ce que tu veux comme couleur? C'est ça que je veux. Je suis pas sûr que il y a encore un autre plateau de couleurs, hein, si tu veux. Ah, mais ça va aller. Je vais faire des mélanges. Je fais des mélanges de ouf. En fait, quand tu fais ce métier, tu te rends jamais compte de ce que tu représentes. Tu le fais, moi, c'est une passion. Je me suis jamais dit... Mais en fait, tu rentres chez les gens. T'es avec eux pendant le tour en destination, pendant 1 mois et demi, t'es la voix du 15 de France. T'es avec eux. Et en fait, cette épreuve-là, elle m'a fait prendre conscience de ça, déjà par, comme tu dis, les messages que j'ai reçus, où ça m'a donné de la force, de l'énergie, tu vois, ça m'a nourri. Vraiment, ça m'a nourri au quotidien. Je sais pas ce que tu fais comme mélange. Je sais pas ce que tu vas faire. Un marron noir. Ouais, je vois. On va voir. Non, ça fait Magellan. Hein. Non, c'est blanc, noir qui fait Magellan. Toi. Mais ça m'a donné une force de dingue. Et
j'ai trouvé ça vertueux parce que moi, ça me nourrissait. Ça me donnait beaucoup de force et d'énergie. Et le fait que moi, j'ai été transparent parce que j'ai tout de suite rendu ça public et j'ai après montré ma rééducation, etc. Il y a plein de gens qui me remerciaient en fait à la fois de parler du cancer et du handicap. Bien sûr. Et donc en fait, c'était hyper vertueux le truc parce que moi, ça me donnait de la force et je me sentais utile parce qu'il y a des gens qui me disaient bah merci de parler de la maladie, du handicap, de montrer ça parce que Bah oui, les gens, il y en a plein. tu montres Tu parlais jamais. aussi notamment de l'argent, que c'est pas facile, ça parier, tous ces... Voilà, ça coûte extrêmement cher et puis moi, je prends de plein fouet toutes les inégalités que je ne connaissais pas dans le monde du handicap. Tu vois, le prix des prothèses, j'en avais Ah, c'est aucune fou idée. ça. Ouais. Toutes les adaptations dans la vie au quotidien, donc c'est con, mais tu dois repasser. Moi, je conduis du pied gauche, donc j'ai repassé un permis, j'ai fait adapter ma voiture avec une pédale d'accélérateur à gauche. J'ai de la chance parce que moi, au niveau de la mobilité, j'ai retrouvé beaucoup de mobilité, donc j'ai pas de barre chez moi pour aller aux toilettes ou dans la salle de bain. J'arrive à le faire de manière autonome pour le moment, mais il aurait fallu que je fasse Faut des adapter la adaptations maison et tout. dans le logement, etc. C'est des trucs, des restes à charge qui sont énormes. Il y a des choses qui sont remboursées par la sécurité sociale, mais dans le monde du handicap, il y a beaucoup de choses qui coûtent une Tu tonne. les connais, les sportifs, le prix d'un fauteuil de sportif, Bah oui, c'est 15 000. Voilà. Et elle n'est pas remboursée par la Sécu. Ouais. Et donc voilà. Donc Et d'ailleurs, tu elle est mets un inaccessible. peu de blanc. Ouais, je suis pas content de mon mélange. Et d'ailleurs, tu as créé, parle-nous-en un petit peu, ton Asios. J'ai créé une asso pour ça, en fait, Ouais. tu vois, qui s'appelle De bout en bout. Parce que, en fait, quand je me suis retrouvé amputé, le jour où j'ai rencontré mon orthoprothésiste pour la première fois, il est rentré dans ma piole. Et moi, en bon journaliste, je m'étais documenté, j'avais regardé des vidéos, j'avais appelé pas mal Steph Houdet, d'ailleurs je le remercie, Steph, Pauline Desrouledes, plein d'athlètes paralympiques amputés pour avoir des conseils sur Bien sûr. déjà comment ça va se passer la réduc, puis qui me donnent des tips, des petites techniques, et puis surtout pour le matos. Ouais. Et donc j'avais une idée d'une prothèse en tête. Et donc l'ortho rentre dans ma chambre et je prends mon téléphone et je lui dis je veux ça. Ce genou. Il me dit bah vous l'aurez jamais. Parce que vous avez été amputé à la suite d'une maladie, d'un cancer. Et ce genou-là, seuls les assurantiels, donc les assurantiels, c'est des gens qui ont été amputés à la suite d'un accident où il y a un tiers responsable. Et donc des assurances. Cancer, ça t'es pas remboursé, un accident, t'es remboursé. Voilà. Et donc en fait là, c'est la double peine en quelque sorte. C'est-à-dire que t'es malade, t'es amputé, et en plus t'as pas les mêmes appuis ou les mêmes soutiens financiers pour pouvoir avoir le meilleur matériel. Et là je me dis, il y a un truc, il faut qu'on crée une asso et qu'on défende ça, qu'on porte ce combat-là. Donc déjà le faire savoir. Le combat premier, c'est de le faire savoir, d'essayer de faire changer la loi. Parce que selon la nature de l'amputation, on n'a pas tous accès au même matériel. D'ailleurs, cette notoriété qui t'a amené, tu as rencontré beaucoup de monde. Ouais. Tu as été déçu par des personnes. Je pense à une ministre qui était... j'ai été déçu. Je lui mets un petit tir gentiment dans le livre. J'aurais pu être plus virulent. Parce qu'en fait, si tu veux... c'est les politiques, non? Ouais, mais en fait, elle a été hyper sympa au début. On va la nommer, hein. Amélie, Déa. Non, mais elle a été, et je l'ai remerciée plusieurs fois. Elle doit être très sympa. Elle a été super sympa en m'envoyant des messages, en me disant que voilà, elle espérait que ça se finirait bien, que je m'en sorte, que je revienne, qu'elle comptait sur moi, machin, etc. Donc c'était plutôt sympa. Et puis après, j'ai senti une forme de récupération, tu vois. Le jour où je reviens aux commentaires, France-Namibie, elle vient à la mi-temps, elle est au micro de Cédric, et a fait à nouveau tout un truc. On est content de vous retrouver, Mathieu. Et d'ailleurs, je m'engage à... On était... ça, c'est bien. Oui, mais... Sauf qu'il n'y a rien derrière, on est à un peu moins d'1 an des Jeux paralympiques. Elle me dit, je m'engage à vous emmener sur les sites. Parce que moi, je commençais médiatiquement, je commençais à envoyer des scuds sur l'accès à Paris. Et donc, elle savait ça. Et donc, elle dit, je vous inviterai à venir. J'ai jamais été invité à aller voir un seul site des Jeux paralympiques. Donc, en fait, il n'y avait rien. Ouais, c'était il n'y avait rien derrière. Et ça m'a un peu dérangé.
Donc, Bah, t'as bien fait de le dire, hein. Voilà, ça c'est... Mathieu, on est à 1 heure, il va falloir... T'étais falloir bien finir Non, mais on a encore... On va finir sur cette page de... Maintenant, c'est derrière toi, mais il y a un truc que t'aimes pas du tout, et je le comprends, tu vas nous expliquer pourquoi. Quand tu parles des gens, les gens disent « Ah, il a été courageux ». Ça, t'aimes pas qu'on dise ça. Non, je déteste ça parce que le vrai courage, c'est quand tu fais le choix. Le choix. En fait, c'est ça. Bah, t'as pas choisi d'avoir un cancer. J'ai pas choisi, comme tous les gens qui sont atteints d'un cancer, et en fait, tu le subis. Alors, tu peux être, moi, je considère être quelqu'un de très fort mentalement. Je suis quelqu'un de résilient, mais tu vois, résilient est un terme souvent galvaudé. Moi, je pense, et c'est pas un manque d'humilité, c'est je suis comme ça. Je suis fait comme ça. Tu m'as vu en chimio, tu m'as vu en rééduc. Voilà, j'ai un mental d'acier, donc ça, je l'assume, mais je suis pas quelqu'un de courageux ou plus courageux que quelqu'un d'autre. Et puis ça voudrait dire que ceux qui crèvent du cancer, ils n'ont pas été courageux, tu vois. Il y a un truc, il y a un truc qui va pas là-dedans. Mais je jette pas la pierre. Les gens, quand ils apprennent que tu as un cancer, le truc, un peu la formule classique, c'est bah, bon courage, on vous souhaite de vous en sortir. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le courage. Donc oui, j'ai fait 2-3 petites sorties sur ce mot qui me paraît pas adapté, en fait. Ok, j'ai encore quand même quelques questions plus joyeuses, on va dire. J'ai eu ton fils qui a un peu balancé sur toi, et je suis bien content. Alors, il m'a dit déjà, tu disais que Alain Souchon, c'est le Bob Marley français? Mais grave. Mais bien sûr, j'adore Alain Souchon. Non, mais j'adore ses chansons, j'adore ce qu'il représente. C'est une période, tu vois, c'est une période. C'est Woolsey, Souchon, c'est des artistes qui m'ont accompagné. T'aimes la musique? Ah, j'adore. Mais après, moi, je suis. T'as eu un groupe? T'as joué dans un groupe? Ouais, ça c'est. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un nom? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce groupe a existé? Ce groupe a existé. Et c'était un groupe de quoi? De rap. Mais j'y crois pas une seconde. Ouais. Il m'a dit ça, j'ai dit, je suis sûr que c'est un prank et tout. Mais tous Mathieu Lartaud. Ouais. Mais toutes les vidéos ont été évidemment supprimées. Ah, mais non. C'était. T'as un groupe de rap. Mais tu chantais? Bah ouais, je rappais, ouais. Et il paraît que t'as rappé à la fête de la musique. Mais grave. Alors, si quelqu'un m'entend, m'écoute, là, ça ne serait-ce que 10 secondes de ce moment mémorable, s'il vous plaît, envoyez-moi ce moment. Je t'ai dit, ça n'existe pas. On sait jamais, tu sais, Internet... Ça n'existe pas, j'ai tout supprimé, toutes les bandes. C'était toi, auteur, compositeur, t'écrivais? On était 4. Ah bah j'écrivais mes textes, et en fait, si tu veux, moi je viens de Nantes. T'as vu comme il dit? Moi je viens de Nantes. Mais non, mais si tu veux, faut resituer la période. On est au début des années 90. Le hip-hop en France commence à éclater. Mais t'es blanc, Coco! Et alors? Mais attends! Et en fait, dans mes potes d'enfance, il y avait un gars, Willy, qui était le cousin d'un membre d'Expression Directe. Expression Directe était un groupe très connu de Mantes-la-Jolie. Tu connais? Parce que là, t'as un tagger rappeur et tout. Non, mais Express D, voilà. Express D. D'accord, vas-y. Mais toi aussi, tu connais. Dealer pour survivre. Ils ont été sur. Écoute-moi, tu connais La Haine, le film La Haine. Ouais. Il n'y a qu'un seul morceau de rap qui passe dans le film. C'est Dealer pour survivre d'Express D. Et à ce moment-là, ils explosent. Et donc, ton pote, il était dans ce groupe? Non, mon pote, c'était le cousin de Delta, d'un membre du groupe. Et donc Delta, moi, le groupe, on les connaissait. C'était des Comment s'appelait ton groupe? C'était les grands. Non, non, dis-le-moi. Allez. Non, c'était pourri. Non, je m'en fous, dis-le-moi. C'était DDC. Voilà, je dis juste les initiales. Et donc Delta, moi, je kiffais. Je kiffe le rap, mais vraiment. Mais le rap conscient, tu vois, le truc. Un peu poétique. Ouais, Oxmo, tous ces gens-là. Express D, c'est le rap c'est l'underground, c'est la street, tu vois. Mais c'était des gars de chez nous. J'arrive pas à y croire. Mais si, c'était des gars de chez nous. Et donc Delta, on l'a rencontré, il nous a fait des instrus, des prods. Et puis il nous a lancé, il nous a permis comme ça. Alors, on n'a pas eu de carrière, on a fait 4 chansons. Non, mais c'est pas grave. 4 chansons, les victoires de la musique, la fête de la musique de notre quartier. Et Mathieu, puis, voilà. est-ce qu'il y a des bandes son de ça? Est-ce que tu peux m'en avoir? Je crois pas. Réfléchis. Je te le ferai, rien que pour toi. Je le mettrai dans le générique de l'émission. Je te ferai un petit... petite dédicace. Petite spécialité culinaire. J'en ai pas beaucoup. Vas-y. Pâte au citron. Ouais. Galette bretonne. Ouais, il m'a dit ça. Et une petite entrée, une spéciale
Betterave, chèvre frais, viande des grisons et éclats de noisettes. Ah, on est bien. Allez, on va finir sur un truc. Il paraît. Si je te dis, tu vas me dire, ce qui compte, je fais pas l'accent. Hein. Ce qui compte, c'est pas le nombre de coups que tu peux donner, mais c'est le nombre de coups que tu peux encaisser et continuer à avancer. Je sais pas qui, c'est quoi ça? Rocky. Il paraît que Ah tu connais. ouais, je suis un fan. Tu connais. C'est une fausse. Ah, bah, Ouais. C'est vas-y, mon fils qui t'a donné ouais. ça, ouais, il a du mal. Tu fais quoi là? Faut bien secouer si tu mets de la bombe. Je vais. Non, Eh, tu fais je suis ce un que mec tu... de la Ah, t'es la street. street, t'es la street. Donc Attends, une dernière. je signe Une dernière, le tableau. il paraît que tu fais... Et on finit là-dessus, puis après tu Mais vas je suis un parler de ton grand tableau. fan de Rocky, j'adore. Ouais. Et l'accent corse, il paraît aussi, t'as une... Pristo. Tu fais l'accent corse? Mais attends, j'ai fait tous mes étés en Corse. Et t'as un petit village que tu... Galeria. Ouais. Ouais. Tu y vas souvent? Ah, j'y vais dès que je peux. J'ai passé tous mes étés de mes 10 ans jusqu'à tout ce qu'on s'est dit là, toute cette merde. Et puis après, j'y suis retourné. Et en Alors, fait, c'est un tout petit les village. Corses. Mais les Corses, je les Attention, faut pas déconner avec il eux. faut pas déconner. Non, mais j'adore. En fait, j'adore la Corse. J'adore particulièrement ce village parce que c'est un cul-de-sac de l'île. C'est au-dessus de Calvi, c'est la Balagne. Moi, je préfère la partie de Corse, cette partie-là. C'est un cul-de-sac. Et en fait, on a tous grandi dans ce village. Alors moi, j'y allais Alors, t'es de la cité ou t'es corse? les étés. Je suis un caméléon. D'accord. Non, mais je suis un caméléon. Ouais. Tu t'adaptes. Je m'adapte. Je Est-ce que m'adapte tu à peux toutes me les faire situations. l'accent corse avec la voix de Rocky en rappant? Bon, allez, mets-moi ton coup de bombe. Après, je il le ferai. faudra signer bien sur ta toile. Bon, alors tu sais, j'ai fait des graphes aussi dans ma jeunesse. Ouais, non, Mais là, je vais pas. On non, aura non. appris des choses aujourd'hui, Mathieu. hein. Non, mais je vais pas faire un vrai graphe. Je vais juste tirer un trait. Je vais mettre mes initiales au pinceau parce que ça va tout dégueulasser sinon. Bon, écoute, voilà. Allez. Voilà mon œuvre. J'avais prévenu que je ferais un truc très minimaliste parce que je suis nul. Bon, déjà, est-ce que tu as pris du plaisir? J'ai pris beaucoup de plaisir. Ça t'a donné des envies de peindre? Mais tu vois, il y a un côté thérapie, tu vois. Bah ouais. C'était hyper sympa. Et j'ai fait un truc qui est un lien entre nous. Je voulais que après cet échange, on transforme l'essai ensemble. Donc voilà, mon cher Romain. Ah putain, je m'attends. C'est fou parce que quand t'es derrière, je m'attendais pas. J'avais vu le verre, je savais pas. Écoute, t'as raison, c'est. C'est minimaliste. Ouais, mais j'aime bien. Bon, J'aime bien. Écoute, merci beaucoup. je me suis chié un peu quand même sur les. C'était quoi les oiseaux? Les oiseaux. C'est Ah, c'est les oiseaux, d'accord. Catasse les oiseaux. Ouais, mais tu vois, il y a du soleil, il y a bien sûr Et- le ballon. Vas-y. Et explique. donc, le petit truc, c'est que je t'ai mis un sponsor très connu dans le monde du rugby qui pourrait peut-être t'accompagner dans cette aventure. Ah d'accord, je le vois, du noir et rouge, Tu vois. je le vois très bien. Écoute Mathieu, merci beaucoup. Voilà. On a appris plein de choses sur toi. J'en connaissais, mais merci de t'avoir livré comme ça, à cœur ouvert, mais ça m'étonne pas de toi. Par contre, j'ai hâte d'avoir la bande-son de ton rap, et d'ailleurs, on vous le retrouve. Tu ne l'auras jamais. N'hésitez pas, les internautes, à commenter cette œuvre magnifique de Mathieu Lartaud. Merci Mathieu Lartaud. Soyez indulgents, s'il vous plaît. C'est le début de ma carrière d'artiste D'artiste peintre. dans Face à la toile. Merci à toi Mathieu. Merci à toi, Romain.